Nous recevons maintenant un des visages qui incarne la lutte contre le Covid. La professeure Karine Lacombe apporte son expérience d'infectiologue, mais aussi un caractère personnel très fort. Professeur, bonsoir. Bonsoir. On va parler de l'allègement des mesures, tout ce qui va changer dans nos vies dès la semaine prochaine, mercredi en particulier, les terrasses, les cinémas, les théâtres, les clubs de sport. D'abord un mot de ce caractère, presque un an et demi de crise majeure, on le mentionnait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une forme de... Est-ce que vous vous sentez porté par un combat ? Un combat, je ne sais pas. En tout cas, une cause qui me tient à cœur, oui, de porter une parole de vérité, une parole scientifique qui nous illustre tous, et nous, en particulier les femmes. La Notre force... place de femmes dans la lutte contre la Covid-19, je crois que c'était très important pour moi, oui. Vous êtes effectivement un des rares visages féminins, on va évoquer cet aspect-là, la force de votre action, la force de l'émotion que tout le monde peut ressentir. Vous décrivez des scènes qui vous ont marqué à jamais dans la carrière de médecin, quand par exemple vous trouvez des patients morts qui ont le masque à oxygène posé à côté d'eux et on ne sait pas pourquoi. C'est vrai que toutes les situations qu'on a traversées depuis un an et demi avec cette maladie et avec les patients malades, les familles des malades, sont des situations exceptionnelles qu'on n'avait jamais vues avec d'autres pathologies. Les situations qu'on a traversées aussi en tant que soignants, de voir des soignants, par exemple, effondrés après le décès d'un de nos patients, tous ces gestes d'accompagner le patient vers la mort, la fermeture, par exemple, de ces housses de décès, quand on sait que les familles ne vont pas pouvoir revoir les patients, comme ça s'est passé pendant la première vague, sont vraiment des images qui nous ont tous marqués et je pense qui ont changé chacun de nous à vie, oui. J'en viens à l'actualité, mais un mot encore de ce caractère, de cette espèce de force que vous avez, une équipe de 120 personnes à gérer, expérience de médecin très complète, vous avez été vraiment aux quatre coins du monde, exercer votre métier, une vie personnelle très complète aussi, origine modeste, combat, une vie de combat, vie personnelle très complète, 3 enfants de 3 maris différents, c'est jamais indifférent. Est-ce que tout ça contribue à faire un médecin, je veux dire un médecin intégral? Je pense que ça forge un caractère, ça forge des convictions, ça nous porte aussi. De toute façon, l'accomplissement d'une carrière, c'est jamais une personne en solitaire, c'est vraiment un ensemble de choses, un ensemble de situations et d'opportunités que j'ai pu saisir à un moment donné. Et puis j'ai été aussi soutenue, j'ai été accompagnée. J'ai eu la chance pendant toute ma carrière d'avoir des personnes très solides, des personnes de confiance sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Voilà, c'est vraiment de la réciprocité. Voilà, oui, tout à fait. C'était beaucoup de travail aussi, un gros investissement, mais beaucoup de joie également. Beaucoup de joie, un grand plaisir et Les de moments faire de de la joie, recherche. les grands moments de joie, qu'est-ce que c'est? Les grands moments de joie, alors sur le plan professionnel, c'est par exemple quand je peux mener mon équipe vers des objectifs communs, que ce soit du travail, la publication d'un papier majeur sur un thème de recherche qui nous porte, quand on a travaillé pendant longtemps pour avoir une bourse de recherche et qu'on a ce financement de recherche, et puis c'est de voir des jeunes qui soutiennent leur thèse de médecine. Les soutenants de thèse de médecine sont des moments extrêmement émouvants. Voilà, c'est toutes ces... Voilà, et puis quand on soigne nos patients, bien sûr, quand on applique à nos patients des découvertes thérapeutiques majeures et qu'on voit qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux et qu'ils nous remercient. Et nous, on les remercie d'être là et de nous porter aussi. On fera votre portrait, mais d'abord cette actualité qui est très immédiate, conseil très pratique sur les prochains jours, notamment mercredi, le grand retour des terrasses notamment. Conseil, d'abord les vaccinés, il y en a de plus en plus, heureusement. Oui. Les personnes vaccinées, est-ce qu'elles peuvent changer de vie ou est-ce qu'au fond il faut faire exactement comme si on ne l'était pas ? Alors pour l'instant, la dynamique de l'épidémie est encore très importante. On a encore beaucoup de contamination. On a une circulation du virus qui, même si elle est ralentie, reste présente. Donc actuellement, il est bien trop tôt pour lever tous les gestes barrières. On espère qu'à l'automne, si on arrive à passer cet été comme on l'espère, c'est-à-dire sans quatrième vague, on pourra probablement, dans des situations bien précises, enlever le masque et retourner petit à petit à une vie normale, oui. La dépêche tombe à l'instant. Aux États-Unis, les personnes vaccinées n'auront plus besoin de masque à l'intérieur. C'est un cap ou c'est un peu
précipité selon vous? C'est un cas. Bon, les États-Unis sont assez en avance sur nous en termes de vaccination. Ils ont plus du double de personnes vaccinées que nous. Ils ont une dynamique de l'épidémie qui a été très freinée. Ils ont beaucoup moins de morts en rapport avec la population générale que nous. On le voit d'ailleurs en Angleterre également, hein, beaucoup moins de morts, voire même pas de morts plusieurs jours consécutifs. Donc oui, effectivement, la vaccination, c'est vraiment la clé. Donc ça semble assez logique qu'au bout d'un moment, quand l'épidémie est sous contrôle, on enlève le masque, bien sûr à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Toujours plein de conseils en série. D'abord, retirer le masque cet été. Est-ce que ce sera possible selon vous? Alors, retirer le masque en plein air, Oui, vous voulez partout. dire? Partout en plein air. Alors, probablement oui, dans les espaces qui ne sont pas confinés. Alors, un espace en plein air n'est pas confiné, mais quand on a une population importante qui est rapprochée et qui reste longtemps côte à côte, là, il peut y avoir de la transmission. Donc, dans ces espaces-là, c'est sûr que on court un risque. En revanche, dans le reste, toutes les activités en plein air, oui, je pense qu'on pourra enlever le masque. Exercice très pratique. C'est vraiment le cas de figure de mercredi matin. Tout le monde va aller sur les terrasses de bistrot, boire un verre, manger quelque chose, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On garde tous les gestes barrières. On se lave les mains à l'alcool avant de boire, après avoir bu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une situation qui, je ne vous le cache pas, nous fait assez peur, hein. Nous, les épidémiologistes, les médecins qui travaillent depuis un an sur la Covid-19, le fait en terrasse que tout le monde enlève son masque et qu'on ait tendance à oublier les gestes barrières, on espère que ça ne conduira pas à une reprise de l'épidémie. Tout ce que je peux conseiller, c'est effectivement appliquer les gestes barrières, se laver les mains à la solution hydroalcoolique, rester dans des petits groupes, et il va y avoir, c'est quand même pas open bar, tout le monde en terrasse, n'importe comment, il y a quand même des règles fixes qu'il faudra bien suivre, et puis surtout se vacciner. Inciter toutes les personnes jeunes, maintenant qu'il y a quand même la grosse majorité des barrières à la vaccination qui ont été levées, eh bien qu'on aille se faire vacciner. Il y a des places partout pour se faire vacciner. La prudence, en théorie, on est loin, puis on voit bien comment ça se passe, les terrasses. En réalité, on a souvent un voisin qui est juste derrière, on est juste à côté, etc. C'est quoi la distance, disons, raisonnable où il faut rester même quand les terrasses auront rouvert? C'est compliqué à dire parce qu'en fait, on a bien vu cette année avec toutes les études qui sont sorties sur la transmission du virus dans l'air, que ça dépendait également du vent, par exemple. Et puis ça dépend si vous parlez à votre interlocuteur en face, si vous êtes de côté. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est dur de dire c'est 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. On va dire qu'une distance raisonnable au moins de 3-4 mètres semblerait plutôt propice à empêcher que vous contaminiez votre voisin si vous êtes porteur asymptomatique du virus. Ça veut dire, pardon ? Il faut inciter, je pense qu'il faut vraiment inciter, par exemple, à se faire dépister fréquemment. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autotests disponibles maintenant en pharmacie, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se faire dépister. Idem, dans les cinémas, dans les théâtres, on sait très bien, il y a un certain flou sur combien de place on laisse exactement entre les personnes. Vous dites 3 mètres, 4 mètres, c'est ça qu'il faudrait à l'idéal ? C'est un peu différent là, quand je vous dis 3-4 mètres, c'est parce qu'on enlève le masque quand on est en terrasse. Et on parle, etc. Donc on va excréter des particules virales. En revanche, dans les cinémas ou dans les théâtres, on va porter le masque. Et on sait que le masque est quand même une bonne barrière à la propagation du virus. Donc le contexte est différent. Vacciner les enfants, oui ou non, selon vous ? Alors, je pense qu'il va être nécessaire à un moment donné de vacciner les enfants. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, pendant tous ces premiers mois, on était vraiment dans l'optique de diminuer la mortalité et la morbidité, c'est-à-dire le nombre de personnes malades qui arrivent à l'hôpital. Maintenant, si on veut arriver à retrouver une vie normale, il va également falloir diminuer la transmission. La vaccination protège de la transmission. Maintenant, on a des données qui sont vraiment très solide sur le sujet. La vaccination permet d'éviter la transmission du virus. Donc si on se place dans un modèle où on veut éviter que le virus ne se transmette et donc vraiment contrôler l'épidémie, il faut vacciner au moins les adolescents. Et on a des données également sur l'efficacité et la tolérance des vaccins à partir de 12 ans. Et ça semble une voie qu'il va falloir emprunter. Le passeport santé, ça c'est un de vos dadas, ça va vraiment changer tout ? Alors je pense que le passeport sanitaire, le passeport santé, qui ne veut pas uniquement dire que l'on doit être vacciné, mais qui veut dire soit on est vacciné, soit on a un test qui montre que l'on n'est pas porteur du virus, ou alors on est guéri. Dans ce cas-là, effectivement, dans une
dans un contexte où l'épidémie est encore active. Si on veut retourner à une vie normale, on voit bien qu'il faut diminuer au maximum le risque de transmission du virus. Le diminuer au maximum, c'est être vacciné, c'est l'avoir fait et être protégé, ou encore avoir un test qui est négatif. Donc oui, je pense que c'est un effort à faire collectivement pendant un laps de temps donné, évidemment. On espère tous ne pas avoir à avoir un passeport sanitaire à appliquer des années et des années. Mais au moins pour les mois qui viennent, ça me semble indispensable, oui. Votre parcours éclaire votre vocation de médecin. Les origines d'abord, alors c'est le hasard, hein. Anne Hidalgo l'indique, avait ses origines espagnoles, Jordan Bardella ses origines italiennes. Voilà, c'est tous azimuts, hein. Ouais. Et vous, espagnole, républicaine? Oui, espagnol, oui, par mon grand-père maternel, oui. Origine vraiment très modeste, c'est pas juste la formule, hein, c'est la grand-mère, la bonne à tout faire, placée dès l'âge de 14 ans, c'est vraiment un monde dur. Oui, oui, oui. Bah, après, c'est voilà, c'est la période après-guerre avec mon grand-père qui est un émigré, la guerre de 36 et voilà, une famille qui s'est construite. Voilà, mais je suis très fière de ses origines modestes parce que c'est vrai que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, par exemple, l'école républicaine a beaucoup joué pour nous. Nous sommes vraiment des enfants qui sommes issus de l'école de la République et on voit qu'on peut avoir des origines modestes, mais quand on est soutenu par ses parents et que l'on peut profiter aussi de tout ce que la France a pu nous offrir en termes d'éducation, eh bien, on voilà, on arrive à faire de notre métier une passion. La méritocratie, alors, à pur jus, hein, avec un goût du savoir, on vous disait en famille, voilà, le savoir, c'est la clé de tout. Oui, 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 j'ai une maman institutrice pour qui l'école était extrêmement importante et qui en cela a été très soutenue par mon père, qui lui était ouvrier et travaillait également la terre avec mes grands-parents. Et depuis tout petit, avec mon frère, on a été porté par l'éducation, oui, par l'importance de l'école dans l'acquisition du savoir et également dans notre émancipation sociale, voilà, et pour moi-même, mon émancipation de femme, oui. Vocation de femme, c'est venu à quel âge, la vocation de femme médecin? Très jeune, très jeune. Les souvenirs les plus anciens que j'ai, ça remonte à 4 ans, où j'étais très impressionnée par notre médecin de famille, qui pour moi incarnait le savoir et incarnait celui qui tenait la vie dans ses mains. Voilà, et depuis cet âge-là, oui, c'est une vocation, oui. Les machos, les mandarins notamment, mais ils ne sont pas seuls, hein, évidemment, c'est un milieu où ça, vous les avez combattus. Non, je n'aurais pas cette prétention-là. J'ai eu la chance finalement en arrivant à Paris, parce que j'ai fait mes études à Grenoble, et en arrivant à Paris, de travailler d'abord en santé publique et ensuite en maladie infectieuse, où je pense que l'esprit est peut-être plus large et plus ouvert que dans d'autres spécialités. Par exemple, nous, en maladie infectieuse, on a été très marqués par toute la période du sida et qui a fait qu'en fait, cette espèce de mandarinat qui pouvait exister dans d'autres disciplines avait volé en éclats, où il y avait peut-être plus de collaboration entre jeunes, vieux, parce qu'on avait un ennemi commun à l'époque qui était déjà un agent infectieux qui était le sida. Là, les deux vies, c'est vrai pour les hommes et les femmes, mais c'est souvent beaucoup plus vrai pour les femmes qui ont encore plus de charges, notamment mentales. 3 enfants de 3 maris différents, Oui, mener les deux vies de front. Ça demande, je crois, beaucoup de sacrifices pour tout le monde, hein, pour mes compagnons, mes enfants, moi-même, la famille aussi. J'étais très soutenue par ma famille, mes parents, ma mère en particulier, qui s'est aussi beaucoup occupée de mes enfants avec nous. Mais en même temps, ça renforce, ça crée des liens. Ça crée des liens et voilà, on est... je crois qu'on réussit jamais seul dans la vie. On doit beaucoup aux autres, beaucoup à ceux qui nous entourent. Vous avez pris des coups, vous avez donné des coups. Vos affrontements par médias interposés avec Didier Raoult sont devenus célébrissimes. Vous pouvez être assez dur en affaires. Je me rappelle, ici même, il y avait un raoultiste qui était là. Il a fallu négocier un petit peu qui entre, qui se dit... Ça s'est très bien passé à la fin, hein. La réconciliation est toujours possible? Non, il n'y a pas de confrontation. Enfin,
pour moi, je ne vis pas ça comme une confrontation. C'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai des opinions, j'étaye mes idées, mes opinions sur le fait scientifique. Et quand les opinions qui sont émises par ailleurs relèvent pour nous de la pensée magique, je le dis. Je le dis, et si ça, pour moi, c'est pas de la confrontation, c'est vraiment être fidèle à ses idées à partir du moment où on peut les démontrer. Et c'est aussi ce qui nous fait avancer dans la connaissance et ensuite, oui, dans l'application du savoir pour le bien des personnes qu'on soigne. À votre place, professeur Pittet était là il y a quelques jours. Il disait, Didier Raoult, c'est effectivement un caractère compliqué, mais par exemple, en microbiologie, un très grand médecin, dans l'évaluation des variants, il jouera un rôle très important. C'est votre point de vue? Écoutez, je n'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet. Bon, vous êtes prête à la réconciliation? On peut organiser un verre avec... Il y a pas de c'est pas une question de réconciliation, c'est une question de savoir où est la science juste. Et voilà, je pense que cette année a démontré qui avait fait des erreurs et qui a pu exprimer une opinion basée sur le fait scientifique. Voilà, j'ai l'habitude de dire que c'est vraiment le temps qui trie le grain de l'ivraie. Et le temps, effectivement, nous permet de voir aussi quelles étaient les théories qui ont été émises et qui se sont révélées fausses et qu'est-ce qui finalement s'avère juste. Ça, c'est pas nous. Voilà, c'est pas une histoire de caractère, c'est une histoire de fait scientifique. Le facteur temps, précisément, avec sa part d'inconnu, est-ce qu'il faut l'avouer qu'il y a une part d'inconnu considérable, notamment la durée exacte de couverture des vaccins? C'est en partie mystérieux encore? Alors oui, tout à fait. De toute façon, à partir du moment où les premières personnes vaccinées dans le monde l'ont été fin juillet l'année dernière, on ne peut pas dire que la durée de la protection vaccinale va être de 1 an, 2 ans, 3 ans indéfinie. On ne sait pas. On ne peut que comparer avec ce que l'on connaît d'autres maladies infectieuses. Et pour l'instant, on ne sait pas combien de temps va durer la protection. Professeur, merci beaucoup. Vous avez l'air tellement solide et en même temps, je disais que même vous, c'est rassurant pour nous, le fait d'affronter la mort, d'affronter la maladie, vous avez eu besoin d'aide psychologique aussi, vous-même? Oui, tout à fait. Alors, déjà à l'hôpital, parce qu'on a des équipes de psychologues qui nous ont soutenus, moi comme d'autres. Et puis oui, je vois régulièrement un psychanalyste parce que je trouve que c'est important quand on a des responsabilités, et puis quand on est dans des périodes qui sont aussi troubles, d'être soutenu. Parce que ça participe aussi de la solidité de la personne. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre psychanalyste? Il me dit beaucoup de choses intéressantes. Il me dit d'essayer de comprendre, par exemple, pourquoi je suis terrorisée par le fait que la vie puisse s'arrêter. Alors, ce n'est pas avoir peur de la mort, mais d'être terrorisée par le fait que la vie s'arrête. C'est assez différent, en fait. Et là, je suis en pleine interrogation sur le sujet. Professeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Merci et bonne chance pour la suite. La soirée continue sur LCI avec cette émission spéciale. Rendez-vous avec Damien Givelet. On reparlera de la traque dans les Cévennes qu'on évoquait en début d'émission. Merci à Enora Lemerdi, à Clémence Monet-Frisch et à Jean-Charles Delarue qui ont préparé cette émission. Très belle soirée à toutes et à tous et à lundi. C'était votre programme.